Bonjour à toutes et à tous. Merci à ces 5 intervenants de participer à cette table ronde sur la restauration collective dans le cadre du Salon de l'AMIF 2021 et pour le compte du Forum métropolitain du Grand Paris. Cela s'inscrit dans un chantier que l'on a lancé il y a une petite année qui va durer peut-être 1 an, peut-être 1 an et demi, 2 ans, on verra bien. Sur la restauration collective, on a été saisi par les élus qui sont membres du Forum métropolitain sur la question de la restauration collective avec pour mission, est-ce qu'on peut mettre les acteurs, les différentes parties prenantes de ce monde de la restauration collective pour faire un peu le point sur les difficultés qu'ils rencontrent dans leurs corporations respectives et puis pour voir comment ensemble on peut améliorer les choses s'il y a besoin de les améliorer. J'accueille aujourd'hui madame... Alors je suis Sylvain Cognier, directeur du Forum métropolitain du Grand Paris déjà. J'accueille Madame Roldao-Martins, maire de Survilliers, mais je crois que vous avez aussi une profession qui est liée à la restauration collective. Absolument. Voilà. J'accueille Monsieur Manterola, de l'État, le représentant de l'État, de la DRIAF, direction... Alors attendez, soufflez-le-moi. Dans le micro. Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-France. Merci beaucoup. Monsieur Cordier, alors vous êtes organisateur pour une collectivité de restauration collective, mais vous faites aussi partie du syndicat de votre corporation, donc allez-y en un mot. Je suis administrateur de l'association Agores, qui est l'association nationale des directeurs de restauration municipale, et je suis responsable de la restauration de Fontenay-sous-Bois. Merci beaucoup. Madame Descloseaux de la Sodexo et Monsieur Moreau, concurrent de Madame Descloseaux d'Elior. Voilà, parce que ici on aime bien avoir aussi, quand on invite quelqu'un du monde économique, on n'invite pas qu'un, on aime avoir plusieurs personnes pour avoir aussi plusieurs sons de cloche. Madame Roldao-Martins, c'est vous qui êtes à l'initiative de ce groupe de travail en tant qu'élu du Forum métropolitain que vous représentez aujourd'hui. Vous êtes à l'initiative donc de cette question sur la restauration collective. Moi, je voudrais vous poser d'abord la question de pourquoi, quel était le besoin que vous avez rencontré dans votre exercice de maire, et au-delà de votre propre exercice de maire, à votre avis, quelles sont les problématiques que rencontrent les collectivités territoriales et problématiques qui puissent être traitées collectivement avec l'ensemble des parties prenantes? Tout à fait, Sylvain. Merci. Tout d'abord, je voulais remercier l'ensemble des participants à cette table ronde au nom du Forum et des élus. C'est important qu'on puisse se réunir et aborder ces problématiques ensemble parce qu'on a l'habitude de travailler un peu chacun dans son coin. Et il nous est apparu impératif à un moment donné de se réunir. Donc merci à tous les 4. Alors la restauration collective, c'est un petit peu l'affaire de tous. Ça concerne tout le monde. Tout d'abord à l'échelle communale, bien entendu, sur la cantine scolaire, donc sur les crèches, mais également sur le portage des repas seniors. La restauration collective concerne également le département et la région à travers les collèges et les lycées. Plus largement, cela concerne les grosses administrations qui offrent des prestations de restauration collective à leur personnel. Et encore plus largement, on peut étendre ça au secteur privé, au niveau de leurs salariés. Donc on est aujourd'hui, et pour se rendre compte un petit peu, sans vous abreuver de chiffres, pour se rendre compte de l'importance de ce sujet, un repas sur 2 est pris en restauration collective. Un repas sur 2. Ce qui représente 3,65 milliards de repas par an. Donc, en France, oui, pardon. En France. Donc effectivement, ce sujet, c'est l'affaire de tous. Donc effectivement, c'est une profession où les collectivités et les acteurs que nous sommes autour de la table sont soumis et doivent faire face à des réglementations de plus en plus normées. Je pense à la loi Egalim notamment, qui dans sa finalité est un bel objectif, mais dans sa réalisation n'est pas toujours simple. On le voit au quotidien. Et puis, c'est vrai qu'il y a des problématiques que nous rencontrons sur le mode de gestion. Est-ce une gestion internalisée ou une gestion déléguée? Voilà, il y a vraiment des objectifs de maîtrise et de rationalisation des coûts, des méthodes, des bonnes pratiques. On est aussi en lien avec le monde agricole, plus ou moins directement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échelons avant d'arriver directement sur le monde agricole.
Et puis voilà, l'idée du forum, ça a été de se dire, c'est un joli sujet pour faire le lien entre Paris et la Grande Couronne. Paris très urbaine et la Grande Couronne avec un potentiel agricole certain. Donc là, on est sur des sujets de circuits courts, etc., qui ont un intérêt. Voilà, je pense aux 77 producteurs de carottes. Les carottes vont se faire transformer en Bretagne pour revenir dans l'assiette de nos enfants. C'est peut-être un petit peu dommage. C'est un sujet qu'on rencontre aussi de manière fréquente. Et donc le forum, voilà, a eu la volonté de rassembler tous les acteurs tels que nous le disions pour trouver ensemble peut-être des pistes d'optimisation sur la qualité, je le disais, sur le coût, sur l'organisation et peut-être mettre en place des partenariats. Parfait, très bien. Alors au forum, on a commencé déjà. On a adopté une méthode très simple que vous nous aviez demandé, qu'on a convenu ensemble, élus et l'équipe du forum. Vous pouvez la décrire ? Voilà, méthode somme toute assez classique. Parce que on savait, le groupe de travail, il y avait plusieurs pistes et axes de réflexion, ne sachant pas tout à fait par où mener le sujet. Donc, on est parti sur une méthode classique, c'est-à-dire sur la partie recensement et diagnostic, du coup de ce qu'il existe, puis une classification et une problématisation de ces différents éléments. Tout cela visant à se dire, in fine, qu'est-ce qu'on arrivera à sortir ? Peut-être un livre blanc, peut-être un guide des recommandations. En tout cas, en fait, le forum se positionne un peu comme un facilitateur pour être une table, et on est aujourd'hui une table ronde où chacun expose ses problématiques. Donc en l'occurrence, il y a eu, lors du groupe de travail, les équipes du forum ont commencé par interviewer un certain nombre d'élus, et pas que d'ailleurs, des acteurs également autour du privé, et ont récolté un certain nombre de données. De cette phase de récolte, il est sorti 4 grands axes, pour le coup, en se disant, la restauration collective, c'est un outil transversal finalement des politiques publiques, important aujourd'hui. Donc cette transversalité est somme toute importante. Et les 4 domaines identifiés ont été celui de la santé publique d'une part, de l'éducation naturellement, du développement économique et de la transition écologique. Voilà, aujourd'hui, de ce qu'il est ressorti déjà de cet inventaire pour amorcer maintenant une étude beaucoup plus fine. L'inventaire est encore en cours pour récolter les différentes problématiques. Et c'est un long travail qui va suivre. Alors, donc là, vous avez parlé aussi beaucoup au nom du forum et de vos collègues élus qui sont confrontés aussi à ces problématiques, puisqu'ils nous ont demandé de travailler dessus. Vous, votre expérience personnelle en tant que maire là-dessus, qu'est-ce que vous avez déjà peut-être pour mettre au milieu de la table comme matière commune, comme culture commune, qu'est-ce que vous avez peut-être à faire part comme témoignage sur votre propre pratique à Survilliers, 5 000 habitants à peu près ? Oui, c'est 5 000 habitants dans le Val d'Oise. Est-ce que vous avez, vous, déjà des méthodes à apporter au pot commun en termes d'optimisation des services, de bonnes idées, de choses comme ça ? Alors moi, là, je sors juste avant d'une dégustation avec mes scolaires pour le choix de notre nouveau prestataire pendant une durée de 3 ans où les enfants ont dégusté. Mais au-delà de ça, je me retrouvais confrontée il y a quelques mois à me dire peut-être que j'aimerais bien faire en interne, peut-être que j'aimerais bien mettre du circuit court, mais comment faire ? Ah bah oui, c'est un peu des grandes... Et pourtant, j'ai quelques petites connaissances du métier. Et je me suis dit, c'est vraiment trop compliqué dans le choix d'une commune. Quel est le bon tarif aussi ? Parce que cette question de coût, c'est combien la commune, au nom du collectif, est prêt à mettre sur la table ? Quelles répercussions au niveau des parents ? Il y a de grosses problématiques. Et donc derrière, moi, je me suis naturellement retournée vers la communauté d'agglo en me disant, déjà, au niveau de la communauté d'agglo, on devrait avoir des réflexions communes, notamment sur la partie méthode, d'harmonisation des méthodes. Peut-être qu'on parviendrait également à amoindrir sur des économies d'échelle nos coûts, mais sur une bonne pratique des méthodes. Donc là, on est en pleine réflexion avec la communauté d'agglo Reci Pays de France sur cette question de l'alimentation inscrite dans le cadre du PAT, puisqu'on a eu un label PAT. On a également la Sémaris qui vient s'implanter sur notre territoire. Donc, et puis on a de belles surfaces agricoles derrière. Donc on est vraiment en pleine réflexion portée par l'agglo. Donc 42 communes, des communes très urbaines et également agricoles. Donc là, on lance aussi un beau projet avec un gros diagnostic et c'est en cours.
Eh bien, cette initiative de réflexion que vous avez au sein de l'agglomération, on essaye de l'avoir au forum au sein de la région Île-de-France, puisqu'on est dans le même système de réflexion commune et d'essayer de trouver des réponses collectives. Je vous redonnerai, tenez-vous prête, je vous redonnerai la parole à la fin de ce débat pour conclure. Donc vous l'avez dit, on n'a pas les mêmes fiches. Donc moi, vous avez quatre enjeux qui sont issus des premières discussions qu'on a pu et des premières rencontres qu'on a fait avec les différentes parties prenantes, dont vous, mais pas que, parce que vous voyez que la scène est petite, on n'a pas pu accueillir tous nos interlocuteurs. On n'a pas le monde agricole, notamment, qui aurait mérité d'être avec nous aujourd'hui. Ce sera pour une prochaine fois, mais encore une fois, c'est un groupe de travail qui va durer des mois et on n'a même pas encore daté la fin de cette réflexion. Dans ces différentes... ces différents enjeux que vous avez cités qui sont issus de nos échanges. Vous avez cité le développement économique, l'éducation, la santé publique, la transition écologique. Je rajouterais, mais vous l'avez dit aussi, l'action sociale. Quand vous parliez du coût notamment de la cantine, c'est aussi un enjeu auquel est confrontée les collectivités territoriales. Alors c'est aussi une histoire de comparaison de collectivité à une autre, mais c'est aussi une histoire de coût simplement de marché. Monsieur Moreau, d'ailleurs, c'est peut-être avec vous que je vais commencer, parce que vous me le souffliez tout à l'heure. À un moment donné, le coût de la restauration collective, il atteint un plancher sous lequel on ne peut pas descendre. Tout à fait. L'objectif aujourd'hui, la loi Egalim nous impose, et c'est très bien, de parler non plus en composantes sur les pourcentages de bio, de produits issus des différents labels, ce qu'on appelle dans le métier les SICO. On passe sur une valeur d'achat. La loi Egalim nous impose à minima 20% en valeur d'achat de produits bio, 50% en valeur d'achat de développement durable. Et cette valeur d'achat, c'est quelque chose qui, du coup, va rentrer dans l'assiette et qui aura donc un effet bénéfique pour les enfants, mais ce qui va forcément engendrer un surcoût pour les collectivités. Et comme disait Madame, la question du surcoût, est-ce que c'est absorbé par la ville, est-ce que c'est absorbé par les parents ? On n'a pas les mêmes attentes au niveau des enfants, que ce soit dans une zone rurale, dans une zone très urbaine. Quand vous êtes dans certains quartiers, c'est encore plus difficile au niveau de l'action sociale. Donc ce surcoût, qui est prêt à l'encaisser, qui est prêt à le supporter, et comment aussi en amont, on arrive à développer des filières pour pouvoir trouver ces produits issus de l'agriculture biologique. Excusez-moi, quand vous parlez de surcoût, donc vous parlez de coûts supplémentaires à quelque chose, à un prix qui existe peut-être. Donc est-ce que vous voulez dire qu'il y a beaucoup de situations, c'est peut-être une question que je pose en commun avec Madame Descloseaux, beaucoup de situations où le surcoût n'est pas atteint ou n'est pas possible, la collectivité n'a peut-être pas les moyens, et donc du coup l'alimentation n'est pas top, vous faites des... Aujourd'hui, avant la loi Egalim, on avait des cahiers des charges où les villes demandaient différentes qualités de label de viande, que ce soit de la viande européenne jusqu'à de la viande de label rouge, voire de la viande issue de l'agriculture biologique. Donc ça, maintenant, vous avez un minima, vous parlez tout à l'heure d'un plancher, qui sera ces 50% issus du développement durable. Donc effectivement, on aura à minima 50% de produits qui sont aujourd'hui pas forcément servis dans certaines collectivités. C'est un problème de filière alimentaire, ça. C'est-à-dire que est-ce que l'on peut faire des circuits courts, peut-être Mme Descloseaux, vous souhaitiez aussi sur ce sujet des filières agricoles. Est-ce que l'on peut avoir des produits de base, de qualité, qui répondent ou qui tendent à répondre, alors on ne fait pas les choses du jour au lendemain, mais aux objectifs de la loi Egalim, sans que ça coûte un bras ? Alors, en termes de mobilisation de l'offre locale, ce qu'il faut bien avoir en tête, et j'allais dire c'est tout le paradoxe avec lequel on travaille depuis 2018, c'est que la loi Egalim ne flèche pas les filières locales. Elle flèche effectivement, comme le disait mon confrère, davantage de qualité, des produits bio, des produits issus de l'agriculture durable. Pour revenir simplement dessus et comprendre la question du surcoût qui était évoquée, les collectivités territoriales, jusqu'il y a à peu près un an, en moyenne en France, on utilisait en restauration collective 3,7% en valeur d'achat de produits issus de l'agriculture biologique. Avec la loi Egalim, on passe à 20%. Donc
j'allais dire, cette question du surcoût, elle est aussi là. Hein. Elle est aussi vers l'accroissement de la qualité qui est souhaité par la loi Egalim. Pour revenir sur votre question des produits locaux mobilisables, l'offre locale, elle existe en Île-de-France. Elle n'est pas, elle n'est pas très représentée sur toutes les familles de produits. En Île-de-France, on est déficitaire sur les familles viande, sur le porc, sur le bœuf. C'est des filières qui existent, que l'on accompagne, nous, en structuration. On l'a fait notamment sur la filière porc depuis 2018. Mais elles ne sont soit toutes pas disponibles en volume ou pas structurées, ou alors elles sont difficilement accessibles. Je travaille actuellement dans le cadre d'un PAT sur le Val d'Oise, en l'occurrence, où on échange avec les acteurs locaux et les acteurs de l'agriculture locale, dont la Chambre d'agriculture, mais également le parc naturel régional. Les typologies d'agriculture sur les territoires, les micro-territoires, ne permettent pas en fait une mobilisation facile de l'offre locale. Voilà, vous savez, par endroit, Madame Roldao-Martins le disait tout à l'heure, il y a des formes d'agriculture qui localement ne sont pas facilement mobilisables puisqu'elles sont nées dans des systèmes de commercialisation et notamment en fait de proximité entre la ville et la campagne où les producteurs ont d'abord produit pour alimenter les marchés à destination des particuliers. Ils ont une offre qui est pléthorique en termes de produits mais pas forcément très accessible en termes de quantité, forcément accessible en termes de prix non plus. Et de fait, cette offre locale, même si elle existe, n'est pas toujours mobilisable. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose de structurel auquel on ne peut rien changer? Parce qu'on ne peut pas, dans chaque région, produire l'ensemble des aliments, de la matière première nécessaire pour une alimentation équilibrée et globale. Ou est-ce qu'il y a par rapport à ce que vous dites, à cette carence-là, est-ce qu'il y a des progrès à faire? Et là, c'est peut-être à l'État que je vais poser cette question-là. Est-ce que la situation, en termes de spécialisation de production en Île-de-France et donc du coup de carence, c'est quelque chose qui va perdurer, qu'il faut assumer, ou est-ce que c'est des choses qui vont évoluer à votre avis? Alors, je crois qu'il n'y a pas de fatalité en soi. Les choses ont déjà évolué ces dernières années. Effectivement, on est dans une région en Île-de-France où traditionnellement c'est plutôt un bassin de grande culture. Et aujourd'hui, sur les 4800 exploitations agricoles qu'on a en Île-de-France, près de 80% produisent des oléoprotéagineux et des grandes cultures. Donc effectivement, ça crée une forme de dépendance alimentaire. Aujourd'hui, on sait clairement que l'Île-de-France n'est pas bien sûr autosuffisante et ne le sera pas en matière de produits alimentaires. Il y a une forme de dépendance et que pour atteindre les objectifs de la loi Egalim... Là, vous me parlez de quantité, mais est-ce qu'en termes de variété, c'est le même problème? je vais venir sur la variété. Donc sur la quantité, déjà, aujourd'hui, on sait clairement qu'il n'y aura pas assez de quantité, il n'y a pas assez de quantité de produite pour approvisionner la restauration collective avec les objectifs de la loi Egalim. Sur la qualité, c'est un autre sujet. Effectivement, les choses sont en train d'évoluer, y compris en matière de production. Donc ça a été rappelé, je crois, la production en agriculture biologique augmente de manière assez significative ces dernières années sur une région comme l'Île-de-France. Et la diversification des productions est également en cours. C'est-à-dire que des producteurs céréaliers qui, soumis à un certain nombre de contraintes sur le modèle agricole qu'ils conduisaient, sont aujourd'hui amenés à diversifier leur production et réfléchissent à des opportunités dans la restauration collective, c'est-à-dire de produire notamment des choses qui manquent en Île-de-France, et ça a été rappelé, l'élevage est relativement absent, le maraîchage au sens approvisionnement de la restauration collective, c'est-à-dire à une échelle que je qualifierais d'industriel, ça n'enlève rien à la qualité de parler d'industrialisation, mais on peut produire aujourd'hui des carottes à des échelles relativement importantes, c'est-à-dire pas forcément pour approvisionner des marchés locaux ou des formes de commercialisation de type AMAP, c'est-à-dire de spécialiser une partie des producteurs agricoles céréaliers dans du maraîchage ou de l'élevage, ce qui est un petit peu plus compliqué. C'est des choses qui sont en cours de développement, mais qui nécessitent forcément des investissements. Et oui, pour aujourd'hui... Est-ce que les agriculteurs, la filière agricole va s'y retrouver là-dedans? Parce que si c'est une exigence pour faire des circuits courts, de demander à tout le monde de produire une diversité d'aliments qui vont aller combler peut-être 70% des besoins d'une restauration collective, on ne va pas faire des avocats en Île-de-France, j'imagine, ou c'est pas le but du jeu. Mais est-ce qu'il faut en passer par là, et est-ce qu'ils vont réussir à s'y retrouver économiquement? C'est toute la question aujourd'hui, c'est-à-dire que pour s'y retrouver économiquement, il faut qu'il y ait un revenu
derrière pour l'agriculteur et que les investissements aujourd'hui qu'ils sont amenés à réaliser soient garantis du point de vue du débouché qu'ils pourront avoir et du marché qui pourra être assuré derrière sur la restauration collective. Donc les discussions, elles sont à ce niveau et elles se formalisent aujourd'hui sous la forme de contrats. C'est-à-dire que si demain, un agriculteur, on lui dit si tu te diversifies, que tu produis 20 hectares de carottes, je te garantis que je te les rachète ce volume-là à tel prix et qui voit que l'investissement est possible, effectivement, il ira. Dans le cas contraire, s'il perd de l'argent, il n'ira pas, ce qui est assez logique en matière d'entrepreneuriat agricole. Donc la question, elle est là aujourd'hui, c'est-à-dire comment arriver à trouver le bon modèle économique pour assurer ces diversifications du point de vue économique, l'économie ne faisant pas tout. C'est-à-dire comment le trouver ? Ça passe, comme je vous disais, par des questions d'échelle, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui bien calibrer les échelles et les investissements, et par certainement la prise de conscience d'un diagnostic partagé au niveau collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas tous compter dans la restauration collective sur les mêmes productions, parce que la réalité, c'est que... Et là, on est à quelle échelle ? On est à l'échelle régionale ? Je parle à l'échelle régionale, ouais. Je parle pour la région Île-de-France. Aujourd'hui, il y a nécessité de développer plus, mais tous les projets qui naissent, et aujourd'hui, je prends un exemple, si on produit 20 hectares de carottes, je suppose que les deux personnes qui sont là vont vouloir aujourd'hui récupérer les 20 hectares de carottes dans leur approvisionnement, et il n'y en aura pas assez. Donc c'est-à-dire que pour passer à une échelle qui permettrait de satisfaire toute la restauration collective, il faut avoir une bonne vision de l'ensemble de la production et de la réalité de l'agriculture de la région. Qui peut faire ça ? J'y tiens, non, parce que... Il faut que... C'est qui ? Alors il y a des outils pour ça. Donc vous avez tous cité les projets alimentaires territoriaux. Qu'est-ce que c'est un projet alimentaire territorial ? C'est à l'échelle d'un territoire identifié, des collectivités qui s'entendent pour définir quelle est l'offre et quelle est la demande et comment on pourrait améliorer l'offre face à la demande. Donc ça, c'est un outil. Il y en a en Île-de-France près d'une dizaine aujourd'hui qui sont en train de se structurer, de se mettre en place. Donc ça peut être une solution pour faire discuter, puisque au sein des projets alimentaires territoriaux, l'ensemble des parties prenantes sont représentées, ce qui permet d'avoir une bonne vision à l'échelle d'un territoire de ce qui se passe réellement et de poser des constats et de partager ces constats. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, et je trouve que c'est là intéressant votre table ronde du jour, c'est le dialogue entre les parties prenantes. C'est-à-dire que tout le monde parle bien des mêmes choses. Alors, et avec les mêmes réalités de chiffres. Je suis un peu embêté parce que vous dites que ce qu'on fait existe déjà, mais pourquoi les élus dans ce cas-là viennent nous voir en disant mais il faut qu'on se mette autour de la table ? Si les tours de table existent déjà, c'est que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui manque ? Une implication des collectivités territoriales, une implication des acteurs économiques, une implication des producteurs. Dites-nous, qu'est-ce qui manque là aujourd'hui pour que ces gens-là se mettent concrètement et de manière productive autour de la table ? Ça existe, mais ça n'existe pas partout. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a une dizaine de projets alimentaires territoriaux. Ça ne couvre pas tout le territoire de l'Île-de-France déjà. Et puis derrière, il suffit pas de se parler. C'est-à-dire effectivement, là, c'est une première étape. Mais après, il faut travailler sur ce que je vous disais, des contrats, c'est-à-dire garantir l'approvisionnement et la sécurité pour le producteur qui est au bout de la chaîne et qui va investir pour produire ce qui est aujourd'hui nécessaire pour approvisionner la restauration collective. Et j'en viens à ce que je voulais dire. Aujourd'hui, quand on produit des céréales, produire du maraîchage, c'est pas tout à fait le même métier. Il faut utiliser, c'est pas les mêmes sols, c'est pas la même quantité d'eau, c'est pas la même technique agricole. C'est-à-dire que quand on sait produire des céréales, on sait pas forcément produire des tomates ou des carottes, donc ça nécessite du conseil. Et donc aujourd'hui, ça nécessite de transformer la manière dont on développe l'agriculture sur une région comme de l'Île-de-France. Alors la transformer, ça ne veut pas dire abandonner la partie qui fonctionne bien. Ça veut dire avoir un complément sur des choses que l'on faisait moins et qu'il faut aujourd'hui développer. Et ça prend du temps. Et ça nécessite un petit peu de... Mais c'est entamé, c'est une mutation qui est entamée. C'est une mutation qui est clairement engagée aujourd'hui à l'échelle de l'Île-de-France. Et le plus bel exemple qu'on peut citer, c'est le bio. Aujourd'hui, on a près de 500 exploitations qui sont en agriculture biologique, ce qui représente 5% des surfaces sur une région comme l'Île-de-France. Il y a encore 5 ans, on était à moins de 2%. Vous arrivez, Elior et Sodexo, avec ces contraintes de bio, notamment de la loi Egalim, à pas trop augmenter non plus les tarifs. Allez, chacun une minute pour répondre à cette question-là. Non, juste pour compléter ce que disait monsieur, c'est vrai qu'on n'a pas attendu l'État pour développer des filières de partenariat avec des agriculteurs qui avaient besoin de passer en conversion. On le fait depuis une dizaine d'années chez Elior. On va même plus loin aujourd'hui. Chez Elior, on a créé des filières de référencement sur 12 bassins nationaux. Un bassin Île-de-France qui travaillera en partenariat avec le bassin normand, le bassin nord, parce qu'on reste dans le local, 150-200 km.
ce qui permet d'avoir des produits qu'on n'a pas en Ile-de-France. Vous parliez des élevages. Aujourd'hui, on n'a aucun producteur de label rouge, quelle que soit la viande, sur l'Île-de-France. On n'en a aucun. Et c'est ce qui est demandé. La volaille label rouge, le porc label rouge, on n'est pas capable d'en trouver sur des volumes suffisants pour la restauration collective. Donc non, on n'a pas attendu, on a développé. C'est vrai que la mutualisation peut être intéressante et mettre tous les acteurs autour de la table, il n'y a pas de souci. Mais l'objectif Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de l'État et des collectivités territoriales. Vous dites, on a fait ça, puisque nous, on a besoin d'avoir une garantie Est-ce qu'on pourrait faire mieux avec? On pourrait sûrement faire mieux. Il y a un adage qui existe, seul on va plus loin, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Madame Descloseaux, sur même question, puis après j'ai plein de questions à poser à M. Cordier après. Alors, pour la question des volumes disponibles, nous, on a démarré en 2018 un travail de contractualisation en fait, avec les producteurs. On en a d'ailleurs sur notre stand de la MIF aujourd'hui, qui est un producteur de céréales et d'oléagineux et qui a démarré en fait la production de légumineuses et d'huile. Voilà. Donc on contractualise avec les producteurs. On a signé également en 2016 un contrat, on est actionnaire de la SIC Coop Bio Île-de-France qui incarne quand même le mouvement de l'agriculture biologique en Île-de-France. Et puis, pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, là où on a besoin des collectivités, et compléter les propos de M. Manterola, la structuration de l'offre, je pense qu'elle est en cours. On a des acteurs locaux, que ce soit la DRAF, que ce soit la Chambre régionale d'agriculture, qui sont très actifs sur ces sujets. Et la dynamique est catalysée par celle des PAT. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de structurer la demande. C'est très bête de dire ça, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de collectivités qui puissent s'engager à nos côtés sur des volumes. Est-ce que vous avez une idée de la forme que ça pourrait prendre, ce que vous dites là? Nous, ce qu'on essaie de modéliser à notre échelle, de façon à contractualiser avec les producteurs, c'est la dialogue quantité. avec les collectivités. Mais en fait, je pense qu'il faut qu'on le crée. Aujourd'hui, on en parle au sein du Forum métropolitain et c'est l'occasion de le dire. Structurons la demande. Réfléchissons effectivement autour de quels produits est-ce qu'on peut travailler, quels produits sont localement disponibles, facilement mobilisables. Je pense à la filière légumineuse. C'est des produits sur lesquels on peut s'engager très très facilement. Mais les collectivités peuvent-elles nous apporter la visibilité nécessaire parce que les producteurs ont besoin de cette visibilité. Globalement et indépendamment des marchés qui vous lient. En amont. Absolument. Très bien. En amont. Et effectivement, sur quelle filière est-ce que je vais m'orienter? Quels sont les volumes que je vais travailler? La loi Egalim fait la part belle aux végétariens. Les légumineuses sont une famille de produits, j'allais dire, assez aisée à mobiliser en Ile-de-France. J'en parle beaucoup, mais encore une fois, c'est des produits faciles. Pour autant, un producteur, j'en parlais avec lui tout à l'heure, il a besoin aujourd'hui de savoir en fait ce qu'il va mettre en production l'année prochaine et qui va être consommé en 2023. Alors, Voilà. Monsieur Cordier, vous êtes en charge, vous, de la restauration à Fontenay-sous-Bois. D'après ce que viennent de dire les auditeurs précédents, finalement, il y a pas mal de solutions qui sont avancées. Les entreprises de restauration mettent des protocoles avec les collectivités territoriales. Il y a une mutation, en fait, des modes de production, de la variété de production d'Île-de-France qui arrive. Tout va bien ? Alors, tout à l'heure, vous parliez de l'intérêt de se mettre autour de la table. Effectivement, c'est très bien de se mettre autour de la table. Il faut surtout, si c'est l'intérêt de se mettre autour de la table, c'est pour faire changer les pratiques des professionnels. Moi, je représente là aujourd'hui les professionnels, les fonctionnaires territoriaux qui, justement, en lien avec les maires, mettent en place et organisent la restauration collective dans les territoires. Changer les pratiques des professionnels, c'est l'un des seuls moyens de réussir à aligner toutes les planètes dont on parlait, c'est-à-dire à la fois de répondre aux attentes des élus. Quand vous dites changer, c'est vraiment c'est révolutionnaire ou c'est... Non, c'est améliorer les pratiques de manière globale. Je vais illustrer ça avec des propos que j'utilise beaucoup et qu'on a matérialisé pour nous à Fontenay, pour nous présenter rapidement. Fontenay, on est la seule ville de France de plus de 50 000 habitants à être labellisée du niveau Écossaire, du label Écossaire en cuisine niveau 2. Il n'y en a pas d'autres. Vous êtes en gestion directe ou en délégué? Nous sommes en gestion directe. D'ailleurs, je fais un clin d'œil. Je suis, mine de rien, vous parliez de deux concurrents, je suis en quelque sorte le troisième concurrent. Là, c'est-à-dire, je rappelle, 60% de la restauration collective française. Alors, de repas par jour. Alors, individuellement, non. Donc vous êtes mais pénalisé collectivement, dans cette concurrence. oui. Alors, pénalisé, non, parce que la question de l'échelle n'est pas le seul élément de mesure et le seul maître étalon des calculs et de l'organisation. À un certain niveau, les petites échelles, pour les collectivités, sont très souvent un avantage
d'un point de vue elles lèvent des verrous sur les règles de la commande publique, sur les seuils des marchés publics. Elles facilitent en quelque sorte les choses, des difficultés que les grosses collectivités ont parce qu'ils ont des seuils très importants. Donc la question du volume produit et du nombre de milliers de gamins à nourrir concrètement n'est pas le seul élément de mesure. Je termine sur ce que je voulais dire sur les pratiques. Comment on a réussi à faire ça? Vous l'avez abordé, Monsieur Cognier, de manière un peu frontale, la question sur le coût de la restauration, mais c'est un bon angle d'attaque. Si vous voulez faire du bio, ça va vous revenir beaucoup plus cher. Si vous faites de la bio, ça ne vous reviendra pas plus cher. Oh là, allez-y, précisez. Oui, monsieur. Si vous faites du bio, vous prenez votre menu puis vous achetez bio. Puis vous n'avez rien changé. Vous avez continué à faire les mêmes menus, vous faites les mêmes techniques de cuisson, vous faites les mêmes conditionnements, vous faites la même cuisine. Vous ne vous êtes pas posé la question du gaspillage, vous n'êtes pas posé la question de ce que mangeaient les enfants, vous n'êtes pas posé la question du 4 ou du 5 composantes, de ce que vous faisiez avec vos déchets. Vous n'êtes posé aucune question, vous avez juste regardé vos menus puis vous avez acheté bio. Ça va vous coûter 300% plus cher et c'est normal parce qu'un produit issu de l'agriculture biologique, il coûte 300% plus cher. Donc avant de faire du bio, il faut se poser la question d'une vraie stratégie et d'un changement de pratique des professionnels qui tous les jours restaurent et répondre aux attentes des maires. Et donc, il faut changer ces pratiques-là et se poser toute une liste de questions. C'est ce que je viens de vous énumérer. La question du gaspillage alimentaire, la question du service à table ou des selfs, la question de 4 ou 5 composantes, la question de la cuisine plus maison et de réduire l'achat de produits agroalimentaires déjà transformés, parce que concrètement, moi, quand je fais une omelette maison, j'ai un coût portion qui me revient à 23 centimes. Quand je l'achète toute faite, ça me revient à 46 centimes. Est-ce qu'une société de restauration collective qui fait, je le dis au hasard, mais plusieurs centaines de milliers de repas par jour en Ile-de-France, chez Elior, on est à 240 000 repas par jour. Voilà, peut rentrer dans ce genre de considération, ou est-ce que finalement, il y a l'obstacle du marché public qui le bloque? Je serais bien mal inspiré de répondre à la place de M. Moreau. On a redonné à nos cuisiniers en restauration collective l'art de cuisiner. C'est-à-dire qu'on fait rentrer des produits bruts. Vous répondez à un marché public, c'est-à-dire que vous pouvez, et après il fait loi ce marché public, c'est-à-dire que est-ce que vous allez dans les marchés publics trouver ce genre de finesse, de considération qu'évoque Monsieur Cordier, pardon, parce que lui il est patron en fait de sa cuisine et du marché public. Mais c'est ce que vous dites, on répond à des marchés publics, donc on répond à un cahier des charges. La collectivité rédige son cahier des charges. Et elle met dans son cahier des charges. Rapidement, est-ce qu'ils sont suffisamment bien élaborés et professionnellement élaborés, ces gens-là, ces marchés-là, pardon? Oui, ils le sont par rapport aux attentes de la ville. Il y a des cahiers des charges qui sont, entre guillemets, très légers sur les attentes des produits qu'on va mettre dans l'assiette, et il y a des cahiers des charges qui sont très, très élaborés. Et tout ça, vous le voyez au niveau de votre règlement de consultation, sur le seuil plafond de votre cahier des charges. C'est-à-dire qu'une collectivité qui met un seuil à 300 000 ou à 600 000 euros, vous ne mettez pas la même chose dans l'assiette à 300 000 que vous mettez à 600 000. Oui, allez-y rapidement. Pour répondre à votre question, oui, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de l'harmonisation des cahiers des charges. Voilà. Madame Rollo-Martins. J'allais y venir. Il y a quand même une disparité au niveau des collectivités territoriales selon la taille de ces dernières. Parce que la compétence des marchés publics sur des communes de taille moyenne et petite, elle est pas là forcément en interne. Donc, je partage votre avis. Oui, je pense qu'il y a vraiment un effort à faire et merci de votre remarque. Mais vous savez que les petites, juste pour répondre, si vous permettez, les petites collectivités ou les moyennes collectivités, des fois, ont des cahiers des charges beaucoup plus ambitieux que peuvent avoir des grosses collectivités. La vraie disparité, il n'y a pas de normes. Une collectivité rurale sera beaucoup plus attentive à avoir des produits issus de l'agriculture biologique, des produits locaux, servir des produits qui ne sont pas forcément communs parce qu'ils sont habitués. Parce qu'ils ont la compétence en interne qui effectivement n'est pas forcément présente dans la commune d'à côté. Est-ce que ce genre d'aide aux collectivités territoriales, la GORES peut donner un coup de main là-dessus? Alors non seulement elle peut, mais elle le fait depuis 30 ans. Ah. Donc c'est échangez vos cartes, madame. Vous en faites pas, on vous a pas attendu, mais le rôle de notre association, c'est d'échanger les bonnes pratiques et de créer justement ces lieux. Agores, c'est l'agora de la restauration, c'est comme son nom éponyme. Et donc, le but, c'est d'échanger les bonnes pratiques et en particulier en matière de règles de la commande publique. Alors, je vais essayer d'être un peu éclairant parce que je ne sais pas si tout le monde en a conscience. Aussi. Oui. Mais je ne sais pas si tout le monde en a forcément conscience, mais il pèse il existe une inéquité
entre les entreprises de restauration et les acheteurs publics en termes de règles de la commande publique. C'est-à-dire qu'ils pèsent sur moi, acheteur public, des règles qui n'existent pas auprès des acteurs privés. Tout simplement parce que vous dépensez votre argent, messieurs, dames, et moi je dépense l'argent des autres. Et donc, comme je dépense l'argent des autres, j'ai des règles qui pèsent sur moi concrètement, et que lorsque on me demande de mettre en place la relocalisation des approvisionnements dans la restauration collective en promouvant les produits locaux issus de circuits courts, eh bien les règles de la commande publique m'interdisent de mettre un critère géographique dans mes cahiers des charges. Et donc je dois faire en sorte, moi, comme je vous le disais en aparté, de m'arracher les cheveux par paquet de 50 pour réussir à passer dans les trous de la raquette. Mais oui, c'est une piste c'est une piste d'amélioration là. Alors que vous évoquez, oui, là. sauf que vous vous attaquez à un totem qui est la non-intégration d'un critère géographique dans les règles vous vous attaquez européennes. tout seul à un totem, vous l'aurez jamais. Mais rassurez-vous, je ne m'y attaque pas tout seul, parce que c'est un sujet qui, depuis longtemps, est mené par notre association, non pas pour faire sauter tous les verrous de la nécessaire mise en concurrence dans le cadre de la commande publique. La mise en concurrence dans le cadre de la commande publique, elle est riche, elle est importante, et là aussi, elle ne doit pas être effacée. En revanche, notre association insiste beaucoup sur l'existence de ce qu'on appelle une exception alimentaire dans les règles de la commande publique, c'est-à-dire de reconnaître la nécessaire spécificité de l'alimentation, de la fourniture de l'alimentation, et donc d'avoir un pourcentage qui soit libéré des contraintes que nous connaissons dans le reste. Ça, c'est une solution opérationnelle qu'Agores propose depuis des années maintenant, l'intégration de l'exception alimentaire au titre des marchés publics. Alors, je vous invite évidemment à venir répéter ça quand on se réunira au forum, les mêmes parties prenantes et d'autres autour de la table, parce que j'y vois des pistes d'amélioration, en tout cas des pistes de demande, d'intervention, de livres blancs, qui sont intéressantes. On n'aura pas le temps il y avait plein de sujets, notamment sur le rôle éducatif de la restauration collective, qu'on n'aura pas vraiment le temps d'aborder. Il y en a un quand même qui m'avait l'air d'être assez sensible dans la bouche de plusieurs d'entre vous. C'est... faut pas voir ça simplement sous l'angle de la piste d'économie et de baisser d'un dixième de centime le prix du repas à une collectivité, mais il y avait un problème aussi de déchets et de déchets, alors de traitement de déchets alimentaires, mais aussi gaspillage alimentaire. De gaspillage alimentaire. Merci de me le souffler, ça m'avait apporté. C'est vous, Monsieur Moreau, qui m'avez sensibilisé sur cette question-là. Oui, c'est vrai que l'ADEME a fait une étude il y a quelques années qui démontre qu'à peu près 2 déchets sur 3 sont issus des livraisons de repas en collectivité. C'est-à-dire que 2 déchets sur 3. Ouais, 2 tiers des déchets en restauration collective sont issus des non consommés au niveau des écoles. Donc plusieurs sources, plusieurs origines, des collectivités qui commandent trop de repas par rapport ça c'est une donnée... Une donnée ADEME de 2017 de mémoire. D'accord. Donc nous on a mis plusieurs actions en place. Alors allons-y, puis Madame de Closeau. Alors rapidement, travailler avec la collectivité pour affiner la commande du nombre de repas quotidiens. Au lieu on a 250 gamins à nourrir un midi, on ne va pas livrer 290 repas. Et ça, avec chaque collectivité, avec toutes les collectivités, on travaille ça. On ne peut pas imaginer aussi quelque chose de plus collectif là-dessus, une sorte de cahier des charges, de livre de bonnes pratiques qui serait partagé par l'ensemble, au moins à l'échelle francilienne, par l'ensemble des collectivités territoriales. On pourrait, mais vous avez un dogme dans la restauration collective, c'est la recommandation du GEMRCN qui recommande les quantités d'apport sur toutes les composantes d'un repas. Et aujourd'hui, si vous avez 100 grammes d'épinards à livrer par enfant, vous êtes obligé de livrer 100 grammes d'épinards par enfant. Et vous savez très bien que vous allez en jeter 70% à la fin de la journée. Alors je voudrais vraiment voir un retour, un peu comme vous venez de le faire, de chacun des intervenants, parce que je pense que chacun là-dessus a quelque chose à dire et une vision de cette chose-là, du gaspillage alimentaire et de la gestion des déchets. Qui commence, Madame Descloseaux, puisque on a... Je vais poursuivre, effectivement, comme mon confrère, on a des démarches pour limiter le gaspillage alimentaire. La commande, effectivement, les délais de commande, les jours de commande, la précision de la commande publique le jour J pour commander le nombre de repas est un facteur en fait essentiel de ce gaspillage alimentaire. Un autre facteur qui est souvent oublié, c'est le cadre de consommation. Le cadre de consommation qui est proposé à l'enfant, est-ce qu'il est dans un cadre bienveillant? Comment est accompagné le personnel de service? Je vois votre question arriver. Oui, ça fait partie de notre travail de prestataire de restauration d'accompagner la collectivité vers une meilleure qualité en fait, d'accompagnement du repas
repas, vers une prévenance en fait envers l'enfant, vers l'accompagnement du choix, l'accompagnement de la consommation. Ça, c'est des choses sur lesquelles on agit énormément avec des formatrices qui interviennent en collectivité pour accompagner le personnel et j'allais dire améliorer cette consommation. Au-delà de ça, vous avez l'ergonomie sur laquelle on peut aussi nous être force de proposition du lieu du repas. C'est extrêmement important. Donc, on a, nous, un bureau d'études en interne qui travaille beaucoup sur le sujet du cadre de consommation, du cadre physique de consommation. Et puis après, la gestion des déchets, elle peut être parfaitement arbitrée, enfin, j'allais dire, dans sa phase ultime, au travers de l'utilisation de solutions qui existent sur les territoires, méthanisation, microméthanisation, comme on a pu le mettre en place sur le département des Yvelines. Donc voilà, on a des solutions effectivement, et on peut se greffer aussi sur des solutions locales qui peuvent exister, mais dans le cadre de, on va dire, de l'utilisation du déchet final. Avant Monsieur Cordier, peut-être Monsieur Monterola, là-dessus, l'État est complètement indépendant de ces questions-là. Alors, non, l'État n'est pas complètement indépendant de ces questions. Comme tout à l'heure, je n'ai pas pu revenir, mais quand on dit on a fait pas mal de choses sans l'État, effectivement, vous n'avez pas attendu l'État pour agir, mais l'État est là aussi au quotidien. On parlait de transition agroécologique, c'est quand même la puissance publique et l'État qui finance la conversion et le maintien des agriculteurs biologiques. C'est l'État qui, au travers du plan France Relance, permet l'investissement pour produire des légumineuses. Donc, effectivement, l'État n'est pas là peut-être au quotidien dans votre gestion, mais l'État permet ces transitions qui permettront demain, certainement, d'affiner et de structurer les filières qui permettront d'approvisionner la restauration collective. Donc l'État est relativement présent, comme sur le gaspillage alimentaire, où effectivement, dans le cadre du programme national de l'alimentation qui est conduit par le ministère de l'Agriculture, on a des éléments sur ces sujets-là depuis maintenant une dizaine d'années, et on finance au travers de ce programme des initiatives qui permettent de réduire le gaspillage alimentaire sous toutes ses formes auprès d'associations, auprès d'entreprises avec lesquelles on travaille pour les aider à trouver des solutions. Alors, on n'est pas partie prenante au quotidien comme peuvent l'être les interlocuteurs que j'ai autour de moi aujourd'hui, mais on est conscient de la nécessité d'investir sur ces domaines-là, car c'est une partie de la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, il faut produire mieux. Par un financement de projet ou de bonnes initiatives, par exemple. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on fait. Dans le cadre du programme national d'alimentation, on lance des appels à projets tous les ans qui ont été largement réaugmentés du point de vue de leur financement cette année. Et qui peut répondre à ça? C'est les collectivités territoriales, ce sont les sociétés de restauration. Les collectivités, les associations, les sociétés de restauration, tout le monde. Et on constate chaque année qu'on a finalement peu de candidatures. C'est des appels à projets qui sont assez bien connus, sur lesquels on a des crédits et sur lesquels on a peu de candidats qui viennent. Donc, comme pour les projets alimentaires territoriaux, il faut aujourd'hui venir sur ces appels à projets pour, avec vos propositions. Écoutez, je pense que c'est entendu. Il y a un peu d'argent à prendre, allez-y. Monsieur Cordier, quand on est à la manœuvre totalement, qu'on n'est pas contraint par les marchés publics, enfin, on n'est pas contraint, si, en termes d'achat, mais quand on n'est pas en délégation et qu'on est aux commandes, comment on gère cette histoire de gaspillage alimentaire et de gestion des déchets? Alors, avant de parler du gaspillage, c'est extrêmement intéressant, M. Monterola, parce qu'il met le doigt sur un sujet sur lequel la virtuosité des pratiques, elle passe aussi par la coordination. La culture des légumineuses en Île-de-France, c'est un sujet où si tout le monde se met d'accord, tous ensemble, il y a vraiment quelque chose à faire. Dans ce que je vous disais sur faire de la bio, c'est diversifier les sources de protéines qu'on fait consommer. Donc c'est augmenter la consommation de légumes secs. Les légumes secs, quand on vient d'une famille de paysans, on sait très bien que dans la production agricole, faire des pois, faire des légumes secs dans sa terre, c'est ce qui fertilise la terre, c'est ce qui capte l'azote, c'est ce qui réduit les intrants chimiques. Et donc, il y a une virtuosité du cercle et des pratiques. Si les acheteurs publics, les acheteurs de la restauration collective facilitent et permettent le développement des filières de production en Île-de-France de légumineuses parce qu'ils les consomment, parce qu'ils diversifient leurs sources de protéines, là, ça permet de structurer des filières. Là, il y a quelque chose à faire, à se mettre autour de la table sur cette question de la production de filières vertueuses dans une stratégie collective. Maintenant, sur le gaspillage alimentaire, normalement, il y a beaucoup de parents ici. Vous savez tous ce que c'est que le goût enfantin. Le goût enfantin, c'est une réalité. C'est-à-dire que quand on a 6 ans, on n'aime pas les brocolis, on n'aime pas les épinards. On aime les pizzas et les frites, c'est la réalité. Et c'est très bien le goût enfantin, c'est quelque chose à défendre. Maintenant, le rôle... Je connais des grands aussi comme ça. Oui, mais certainement. Vous verrez, ça s'érode petit à petit avec le temps. Mais la prise en compte de ce goût enfantin fait que nous, c'est des choses structurantes qu'on doit mettre en place. Quand je disais tout à l'heure... Par l'éducation ou par Non. Quand je dis structurant, c'est par l'organisation. Donc, je vous parlais de 4 composantes ou de 5 composantes.
C'est pas juste un mot lancé comme ça, c'est une vraie question que toutes les collectivités et tous les acteurs doivent se poser. Il y a des gamins en maternelle qui mangent 5 composantes. La taille d'un estomac d'un gamin de maternelle qui fait 3 ans et demi, c'est à peine la taille de mon poing comme ça. Qu'est-ce que vous allez lui mettre 5 composantes? D'accord. Donc vous répondez à cette lutte anti-gaspillage par rapport à un meilleur équilibre et un meilleur choix de variété. Voilà. Plus adapté au public. Ensuite, la manière dont le repas est organisé, c'est ce que Mme Descloseaux disait sur l'accueil. Il y a aussi l'accueil en service à table ou l'accueil en service en self. Donc il y a toutes ces questions techniques que le technicien doit se poser en sachant que le goût enfantin, ça existe quand On même. continuera de débattre ça, si vous voulez, tout à l'heure sur le centre du forum, et puis de toute façon dans ce groupe de travail qui va continuer. Madame Roldao-Martins, excusez-moi, je vous laisse conclure. En conclusion très rapide, je trouve qu'effectivement, il est ressorti plein de choses aujourd'hui de nos débats, et je vous en remercie. Je finirai par la phrase de monsieur, c'est ensemble on va plus loin, et j'y crois vraiment, et je suis convaincue que les groupes de travail du coup au sein du forum seront très productifs avec votre collaboration à chacun. Merci beaucoup. On vous invitera évidemment aux prochaines réunions qu'on aura peut-être à la rentrée pour continuer avec les élus ce chantier-là. Je vous remercie beaucoup en attendant, et puis si vous voulez continuer de discuter entre vous, on a un stand C21 sur le numéro C21. Vous êtes les bienvenus autour d'un café, ainsi que le public nombreux. Merci à tous. Merci à vous.